Bonjour Barbara Romagnan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Regard. Vous étiez députée socialiste de la première circonscription du Doubs entre 2012 et 2017. Critique de la politique économique de la présidence de François Hollande, vous faisiez partie de ce qu'on a appelé les frondeurs. Vous avez ensuite fait la campagne de Benoît Hamon comme responsable thématique développement durable. C'est d'ailleurs pour ce même Benoît Hamon que vous avez quitté le PS, puisque vous avez rejoint son mouvement M1717 le 22 octobre dernier. On va y revenir, mais d'abord une question. C'est quoi votre regard? Quel autre regard est-ce que vous nous proposez, Barbara Romagnan? Alors avant, je voulais m'autoriser deux petites rectifications. D'abord, ce n'est pas seulement pour la politique économique et sociale du gouvernement que j'ai critiqué, mais c'est aussi pour la politique en matière de migration et en matière de liberté. Pour moi, les deux moments les plus graves de ce quinquennat, ou trois, en tout cas le plus grave, c'est vraiment celui du débat sur la déchéance de nationalité, qui était vraiment à mon sens un débat honteux. J'ai aussi voté, j'étais parmi les 6 qui ont voté dès la première fois contre la première prolongation de l'état d'urgence au nom des libertés. Je ne suis pas sûre d'avoir eu raison, mais en tout cas aujourd'hui je suis bien contente d'être du côté de toutes les associations qui défendent les droits humains contre cette loi dite d'état d'urgence. Et je n'ai pas rejoint Benoît Hamon, je militais déjà dans ce mouvement qui est en gestation, qu'on appelle parfois mouvement du 1er juillet, parfois M17, qui va changer de nom, j'espère bientôt, qui est pour moi plutôt un mouvement, disons, des causes communes, mais on ne rejoint personne et sûrement pas exclusivement Benoît Hamon. Bien sûr, c'est lié à lui et à sa campagne présidentielle, mais justement, l'aspiration, c'est d'essayer de reconstruire quelque chose d'autre à plusieurs, et pas derrière une personne. Et donc votre regard dans tout ça? Moi, je me vis comme une militante social-démocrate, sage mais résolue, et aussi j'espère un peu conséquente, c'est-à-dire que ma priorité continue à aller à la transformation de la société, l'amélioration de la vie des gens et la possibilité de leur redonner du pouvoir. Ça, c'est la dimension démocratique, mais je pense qu'il faut prendre acte aussi de l'échec des social-démocraties européennes. Tous les résultats des dernières élections, que ce soit en Allemagne, en Tchécoslovaquie, je crois, en Autriche, partout, en France, le montrent. Et je pense que cet échec, il est lié au-delà de nombreux reniements, pour ce qui est de la France, assez honteux et scandaleux, assez proches même parfois, qui ont frisé le racisme. Je parlais tout à l'heure de la question de la déchéance de nationalité. Mais je pense encore plus fondamentalement à l'absence de prise en compte des grands bouleversements que connaît le monde. Le premier étant celui de l'intégration de la question écologique, et puis je dirais un autre qui tourne autour de la question du rapport au travail. Alors je l'ai dit, vous avez quitté le PS, vous avez même des mots très durs envers lui, presque aussi durs que Manuel Valls qui estimait hier sur Europe 1 que le PS était en phase de décomposition. Vous êtes d'accord avec lui? Alors je pense que Manuel Valls lui-même y a beaucoup contribué, mais ce serait lui faire beaucoup d'honneur que de lui attribuer cette victoire. Moi j'ai encore beaucoup de camarades dans ce parti qui se battent sincèrement, humblement pour défendre des idéaux qui étaient ceux des socialistes, mais je pense que la structure elle-même, et moi c'est aussi pour ça que je m'en vais, en tout cas moi, je n'ai plus tellement d'espoir de participer à la faire bouger et progresser. Mais j'insulte pas les militants qui y restent et qui continuent à essayer de la transformer. J'ai essayé moi-même de faire ça pendant longtemps. Du coup, au sein de M1717, il y a encore des adhérents au Parti Socialiste, comme Guillaume Balas ou Jean-Marc Germain. Vous trouvez ça cohérent donc d'être à la fois dans M1717 et dans le Parti Socialiste? En fait, l'ambition de ce mouvement, encore une fois que moi j'appelle plutôt le mouvement des causes communes, l'idée, c'était pas de faire un parti politique alternatif, c'était d'être un lieu de rassemblement de plein de militants et pas simplement de partis politiques, potentiellement de partis politiques différents qui n'avaient pas besoin de quitter leur parti, mais aussi de gens qui militent dans d'autres lieux qui ne sont pas des partis politiques et qui ont pu se retrouver autour de la campagne, des thématiques et de la façon de mener la campagne de Benoît Hamon, ou en tout cas qui trouvent que les réponses qui sont apportées aujourd'hui dans les autres partis ne correspondent pas à ce qui leur convient. Et donc du coup, M1717 ou Mouvement du 1er juillet n'a pas d'ambition électorale, par exemple les européennes? Alors, je n'ai pas dit ça, et à vrai dire, j'y participe, mais je ne suis pas, comment dire, je n'en ai pas décidé. Maintenant, à vrai dire, ça me paraît un peu inévitable que ça finisse par se transformer en parti politique. D'accord. Donc je pense que c'est ce qui va advenir, mais en même temps, ça va dépendre aussi à la fois de ce que les gens qui sont dedans veulent en faire, et puis de la réussite ou pas
de ce mouvement. Alors Hamon est accusé très fréquemment d'islamo-gauchisme ou de complaisance avec l'islam politique, c'est d'ailleurs pas le seul, Clémentine Autain aussi, la directrice de Regard. Ouais. Comment vous répondez aux accusations, à ces accusations-là, aux accusations notamment par exemple de Manuel Valls, qu'il a réitéré hier sur Europe 1? Manuel Valls a eu des propos, je trouve, particulièrement scandaleux. En général, il met aussi quelqu'un qui est énormément attaqué, je trouve assez peu défendu, mais peut-être parce qu'on se dit qu'il peut le faire tout seul. Edoui Plenel, Pascal Boniface, etc. Et notamment, il s'appuie sur le fait qu'il aurait débattu avec Tariq Ramadan. Enfin, moi, je suis désolée, mais en démocratie, je trouve pas ça honteux qu'on débatte avec des gens, y compris quand on ne partage pas leurs options. Et surtout, c'est pas parce qu'on débat avec quelqu'un qu'on est d'accord, et encore moins avec des comportements intimes dont personne n'avait connaissance. Ou alors ceux qui critiquent ça, qui parlent de son double discours, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a de l'eau à leur moulin et que les accusations sont extrêmement graves, mais si eux ne débattaient pas avec Tariq Ramadan à ce moment-là, parce qu'ils savaient, pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait en sorte que ça se sache? De même que ce sont en plus les mêmes qui par ailleurs faisaient campagne pour beaucoup d'entre eux pour Dominique Strauss-Kahn, et ça n'était pas indigne. Et personne ne leur dit qu'ils sont responsables des comportements personnels de Dominique Strauss-Kahn par ailleurs. Alors vendredi dernier, nous recevions le militant altermondialiste et chercheur en sciences sociales Christophe Aguiton, et il avait une question pour vous. Sa question c'était: comment fait-on pour faire converger le social et le politique? Est-ce que chez M1717 par exemple, c'est ce que vous cherchez à faire? En tout cas, moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable, parce que aujourd'hui, je vais faire un petit détour, mais une des motivations moi aussi de mon départ, c'est de mon organisation politique dans laquelle j'ai été pendant presque 25 ans. C'est le fait qu'après s'être reconverti à l'idée que la conquête du pouvoir était nécessaire pour transformer la société, j'ai l'impression qu'en fait on a confondu le moyen et la fin, et donc l'objectif est que finalement une fois qu'on accède au pouvoir, on cherche juste à le garder, y compris pour la société, contre la société. En 2012, les socialistes avaient absolument tous les pouvoirs, y compris le Sénat. Quand on voit le désastre que ça donne, il y a vraiment lieu de s'interroger. Donc ça montre à quel point la vivacité de la société et son irrigation du combat politique est particulièrement essentielle, et que les politiques, pas simplement écoutent, mais je pense que pour vraiment partager des choses, il faut les vivre ensemble. Moi j'ai une expérience très intéressante par exemple avec le CCFD, moi j'ai aucune croyance religieuse ou autre, et j'ai passé une semaine avec beaucoup de ces militants en Tunisie pour travailler sur la question du travail des femmes. Et voilà, je pense que quand on sait, mais que quand on partage des moments de militantisme, des engagements sur des thématiques qu'il faut choisir, dans lesquelles on se sent, je pense que c'est vraiment important pour des militants politiques qui peut-être parfois ne font plus beaucoup de militantisme de base, je le prends pour moi, dans des mouvements sociaux, le fassent. Et je pense que c'est important que les gens qui militent dans des mouvements sociaux, ils ne sont pas obligés de prendre des cartes dans des partis politiques, mais je pense que c'est important qu'ils viennent voir et qu'ils expriment et qu'ils en disent quelque chose. Ensuite, je pense que ce soit le rapport avec le mouvement social ou entre les différentes organisations politiques, ce qui serait bien, c'est aussi qu'on discute et qu'on parle, pas simplement de ce qui nous rassemble, parce que c'est toujours ce qu'on dit. Moi, je pense que ce serait bien qu'on parle de ce qui, peut-être, ne nous rassemble pas, qui fait débat entre nous. Les questions dont vous parliez tout à l'heure, la question de la laïcité, les questions d'Europe, les questions de démocratie, d'école, parce que je pense que ce sera un peu plus intéressant déjà, et que ça nous entraîne pour plus tard. Et ça, vous essayez de le faire à M1717 ou pas, par exemple? Vous avez des relations avec les syndicats, avec des associations Alors oui, après, encore une fois, c'est quelque chose qui est en gestation. Moi, personnellement, mais d'autres, je le faisais déjà avant, mais je pense que c'est important de parler de nos désaccords. D'abord, peut-être qu'ils ne sont pas si importants que ça. Ensuite, de discuter, ça nous rend souvent un peu plus intelligents. Et puis, entendre les raisons des autres, pouvoir leur exposer, ça permet au moins de mieux se comprendre. Et je pense que ça évite qu'au moment des enjeux électoraux, par exemple, à la moindre divergence, on se sépare. Et moi, je suis aussi une militante non violente, et je considère que c'est quelque chose de très important. Et j'étais vraiment assez choquée, pas simplement moralement, mais vraiment frappée par la violence qu'il y a eu pendant ces campagnes, et pas simplement venant de l'extrême droite. Et si on est démocrate, je pense que c'est important qu'on puisse accepter le fait que d'autres aient des idées un petit peu différentes. Alors aujourd'hui, indéniablement, l'opposition à Emmanuel Macron, c'est la France insoumise et c'est la personne de Jean-Luc Mélenchon. Vous, ça vous a jamais tenté de les rejoindre eux plutôt que M1717? Non, ça m'a jamais tenté.
mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est eux l'opposition. Mais je pense qu'on est de toute façon dans des moments où les frontières entre les différentes organisations de gauche bougent beaucoup. Avant, vous aviez des organisations plutôt à l'extrême gauche qui étaient marquées par l'altermondialisme notamment. Je sais pas, le Parti communiste plus par la question sociale, les socialistes un peu plus par la question des libertés, les écologistes qui portaient l'écologie. Et aujourd'hui, non seulement ces frontières entre les partis ont beaucoup bougé, mais en plus, il y a beaucoup de ces causes qui sont beaucoup mieux portées. Moi, j'aime beaucoup les écologistes, ceux qui sont membres du Parti Europe Écologie Les Verts, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce soit eux l'incarnation du portage de l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas bien fait par ailleurs. Mais justement, on dit souvent que c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte mieux ces questions-là. Je pense qu'il les porte bien et qu'il a su changer des choses dans son logiciel initial de socialiste, productiviste, etc. Mais ça n'est pas le seul. Et c'est quoi la différence fondamentale entre la France Insoumise et M17-17 ? Alors d'abord, encore une fois, ce mouvement il est en train de naître. Pour moi, il y a une différence notamment et puis peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, et qu'il faut commencer par militer avec des gens avec lesquels on se sent peut-être, je ne sais pas moi, plus à l'aise, et ça n'empêche pas les rencontres, et puis qu'après, il y ait davantage de cohésion. Moi, je dirais plusieurs choses, je pense, sur la question européenne. Moi, j'ai voté contre le traité budgétaire en 2012, j'ai aussi voté contre le traité constitutionnel en 2005, mais je continue à penser que l'Europe est notre horizon à la fois nécessaire, parce que les questions d'écologie, les questions sociales, les questions environnementales, le rapport aux migrants, etc., je pense que c'est le bon niveau pour agir, mais je pense aussi que c'est le niveau souhaitable. Et moi, je ne me reconnais pas dans une action qui reste un peu enfermée, à mon sens, dans les frontières nationales. Et je pense aussi notamment sur la question du travail, qu'il n'est pas pris assez en compte les différentes mutations. Il y a à la fois le fait qu'il y a la mécanisation, la productivité qui fait qu'on a besoin de moins en moins d'heures de travail pour produire autant. Et franchement, c'est une bonne nouvelle. C'est important que chacun puisse avoir un travail, puisse en vivre, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Et puis surtout, si on ne partage pas différemment le travail, ce qui va se passer, c'est le partage sauvage, c'est-à-dire qu'il existe déjà entre ceux qui ont du boulot, ceux qui n'en ont pas, et puis au milieu, surtout celles en fait, qui ont des emplois à temps partiel et qui peuvent à peine en vivre. Donc il y a à la fois ce partage qui existe déjà, mais qu'il faut qu'on change et qu'on fasse de façon plus égalitaire. Et puis aussi qu'on trouve comment est-ce qu'on fait, parce que s'il y a de moins en moins d'heures de travail et que notre protection sociale, notre retraite est financée sur ces cotisations-là, comment est-ce qu'on fait pour y répondre ? Benoît Hamon a fait cette proposition de revenu universel. C'est une proposition sans doute parmi d'autres qui est à discuter, mais personne d'autre ne propose vraiment quelque chose de nouveau. C'est toujours le même discours qu'on avait il y a 10 ou il y a 20 ans. Et donc, rien que parce que cette idée est nouvelle et cherche à répondre à des problèmes d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine d'être discuté. Alors hier sortaient les premières révélations des Paradise Papers sur les milliards cachés de l'évasion fiscale. Pas encore de Français dans la liste, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Quand on a d'un côté Emmanuel Macron qui supprime l'ISF et qui continue son matraquage social des classes populaires et son flicage des chômeurs, vous ne pensez pas qu'il y a un problème ? Si. Et comment on s'y oppose ? Qu'est-ce que ça veut dire de notre société ? Alors, c'est de toute façon difficile. Déjà, on pourrait changer les législations parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont autorisées et permises qui permettent cette évasion fiscale. Mais on sait aussi que ça ne suffirait pas parce qu'il y a des gens qui trichent. Mais à minima, ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron est immoral. Parce que on ne peut pas à la fois ouvrir encore plus les vannes et taxer encore moins, quand bien même ce serait symbolique, parce qu'on sait bien que l'impôt sur la fortune, c'est pas ça qui va renflouer le budget de l'État. Mais on ne peut pas dire on supprime ça et par ailleurs expliquer à ceux qui touchent des APL, pour qui 5 € ça compte, qu'on va leur baisser les APL et augmenter cette pression. Donc voilà, moi c'est pas ma spécialité, il y a des gens qui se battent vraiment, il y a des ONG qui sont vraiment en pointe, je pense par exemple à Oxfam, etc. Il y a ce travail de journaliste qui est considérable. C'est tellement compliqué je crois qu'il doit être une 60aine de journalistes pour un nombre de pays énorme. Donc ça c'est des bonnes nouvelles, le simple fait de donner à voir et mettre à jour ces tricheries-là, ça compte. Mais à minima, en effet, c'est d'une immoralité scandaleuse.
Merci beaucoup Barbara Romagnan d'avoir accepté d'être notre invitée. Demain, nous recevrons Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste et qui vient de sortir aux éditions Autrement un ouvrage, Que faire de 1917, une contre-histoire de la Révolution russe. Vous avez une question pour lui ? Non, j'ai plutôt une proposition. Moi, ça fait assez longtemps, et puis j'essaye de faire des progrès aussi, que je me retrouve vraiment à la fois dans son discours, la façon qu'il a de porter, et même de son organisation, dans la dimension à la fois libertaire, altermondialiste, et puis la capacité à porter à l'intersectionnalité, les différents types de luttes. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Donc moi, j'aimerais bien discuter, pas forcément moi à titre personnel, mais parce que si on est dans des moments de recomposition de la gauche, à défaut d'être dans les mêmes organisations, je pense que c'est important de parler. Et moi, je me retrouve beaucoup dans beaucoup de choses que lui raconte, en tout cas. D'accord, bon, on lui transmettra le message. Merci beaucoup.